Bonjour à toutes et à tous. Je suis le nouvel agent de mobilisation de la RUIVG, c'est-à-dire Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gâtinais. Elle est gentiment appelée la RUI et elle est une démarche qui vise l'amélioration des conditions de vie des citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social. Le principal objectif est de favoriser l'équité et d'améliorer la qualité du milieu de vie de tout ça dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté, les organismes, les résidents, les commerçants du milieu, ainsi que les intervenants travaillent ensemble pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que diverses initiatives citoyennes. On peut participer de diverses façons, soit en étant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gâtinais, soit en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Ce balado est un des projets de la RUI. Bonjour chères auditrices et auditeurs, je vous remercie d'être à l'écoute de notre balado-diffusion du Vieux-Gâtinais. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vais aborder le sommaire avec vous. Tout d'abord, je vais poursuivre et finir la lecture du texte que nous a écrit Bernard Lacroix. C'est donc le dernier chapitre de son texte et de l'histoire du Vieux-Gâtinais. À la suite de ça, je vais recevoir, mais ce sera bien sûr par communication téléphonique, nous allons avoir un entretien avec Lynn Lebel, et Lynn Lebel va donc introduire le handicap physique, puisque le handicap physique sera le prochain sujet de notre balado-diffusion du Vieux-Gâtinais. Et je poursuivrai finalement donc par les infos RUI et les actualités du Vieux-Gâtinais, mais qui concernent surtout le Covid-19. Donc nous allons pouvoir poursuivre l'histoire du Vieux-Gâtinais basée sur le texte de Bernard Lacroix. Donc, dans notre précédente balado-diffusion, nous avions abordé la riordon, l'interdiction d'exportation vers les États-Unis, la CIP qui s'installe à la Sun Life à Montréal, l'expropriation des terres agricoles, le début de la construction et le sable pour les fondations. Nous avions aussi vu les bûcherons, la drave, les barrages, et finalement, nous avions abordé les 94 maisons pour les employés. Je poursuis donc dans la partie de la guest house. Mais on a besoin aussi d'ingénieurs et de papetiers pour enseigner aux travailleurs locaux comment faire du papier, eux qui n'avaient aucune expérience dans la fabrication du papier. Ces spécialistes se remplaçaient à tour de rôle et restaient sur place pour des périodes plus ou moins courtes, allant de quelques mois à 2 ans pour certains, avant de retourner chez eux. Ils logent dans un petit hôtel que la compagnie a fait construire juste pour eux, un genre d'auberge, une douzaine de chambres, sur la rue Saint-André. C'est luxueux malgré tout. Au premier étage, il y avait un salon avec des fauteuils confortables et des journaux livrés à chaque matin. On ne connaissait pas la télévision à ce temps-là. La salle à dîner était spectaculaire, avec ses doubles nappes blanches, sa coutellerie en argent sterling et sa vaisselle de qualité. Au deuxième, les chambres et une salle des douches, une denrée rare à l'époque. Pour couronner le tout, un chef suisse qui sait faire la cuisine à la française. C'était un monsieur Ernest Lation, qui est devenu éventuellement maire de la ville d'Elmer. Nous poursuivons sur le démarrage des machines. Le démarrage des machines a eu lieu le 6 avril 1927. L'usine ouvre ses portes en mai 1928, à peine 2 ans et 4 mois après la mise en chantier. Les 4 machines à papier offrent un rendement quotidien de 545 tonnes métriques de papier journal. Plus tard, en 1935, une 5e machine est ajoutée pour fournir un papier journal capable d'accepter de l'encre de différentes couleurs. Ce projet n'ayant pas connu les succès escomptés, la machine est modifiée pour produire de la pulpe, en anglais du kraft. Une feuille de pulpe pouvait avoir 1/4 de pouce d'épaisseur et elle était matelassée, si on peut dire. Elle était expédiée en forme de ballot mesurant environ 36 pouces par 36 pouces à d'autres compagnies produisant des Kleenex, des essuie-tout et du papier toilette. En temps de guerre, cette machine a produit de la pulpe de rayon propre à la fabrication des parachutes. La papetière a également mis ses ateliers mécaniques au service de l'industrie de guerre en produisant des pièces d'armement dont la nature et l'ampleur ne furent jamais vraiment connues du grand public. Est-ce de la pure spéculation ? Je ne sais pas, mais c'est très possible, considérant les circonstances. Le crash boursier,
Puis vint le crash boursier en 1929, qui entraîne une dégringolade des prix et un surplus de stock. Entre 1930 et 1932, la CIP fonctionnera au ralenti et les employés de Gatineau ne travailleront qu'une semaine sur 2. Plusieurs familles ont dû se serrer la ceinture. La source provient de Mustapha Antoine. Gatineau qui devient un village. Le 23 novembre 1933, un nouveau village prend naissance et se détache de la municipalité de Templeton West, comptant alors 2752 personnes. On lui donne le nom de Gatineau. On met de côté le nom de Gatineau Mills, qui avait identifié la nouvelle municipalité depuis le début en 1926. Nous allons maintenant aborder la machine numéro 6. En 1967, la CIP est consciente qu'il faut continuer à se moderniser. Elle n'y va pas par 4 chemins en construisant la plus grosse machine au monde à l'époque. On l'appellera la numéro 6 parce qu'elle succède aux machines 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement. Il n'existe pas d'espace dans l'usine pour une si grosse machine. Elle mesure 9,95 mètres ou 388 pouces de large. On doit donc lui construire une bâtisse à part, mais rattachée à la bâtisse centrale. Elle a la taille d'un champ de football. On communique à l'intérieur avec des walkie-talkies, tellement c'est grand. Au fil du temps, on la réorganise pour opérer selon le modèle PTM, pâte thermomécanique. Seulement 5 papetiers par quart de travail sont nécessaires à son fonctionnement. On leur donne le titre amusant de main et ils sont répartis comme suit. Première main, le conducteur. Deuxième main, l'aide-conducteur. Et les troisième, quatrième et cinquième mains s'occupent de la bobineuse. Il n'y a pas d'autre machine. La numéro 6 est la seule et elle fonctionne à plein régime 24 heures sur 7 jours. Résolu exporte son produit fini à 90% par camion et à 10% par chemin de fer. Normalement, un train par semaine fait la navette entre Gatineau et le port de Montréal. 70% est destiné au Canada et aux États-Unis, tandis que 30% alimente l'Europe et une faible proportion aboutit en Amérique du Sud, notamment en Colombie. La loi 101 du 26 août 1977. Avant l'arrivée de la loi 101 en 1977, les dirigeants étaient presque tous anglophones et les travailleurs presque tous francophones. Mais en 1977, la loi 101 votée par le gouvernement péquiste de René Lévesque viendra changer la donne et les travailleurs ont pu s'exprimer dans leur langue maternelle sans hésitation et sans l'obligation de répondre au patron en anglais. Autrement dit, la langue dans les milieux de travail devenait obligatoirement le français. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vu de plus en plus de dirigeants francophones remplacer les dirigeants anglophones. Aujourd'hui, en 2020, on ne se pose même plus la question. Les exigences écologiques. En 1980, une foule de changements viennent modifier les règles du jeu. Une gestion des forêts plus responsable de la part du gouvernement et de l'industrie. En 1991, on abandonne le flottage du bois pour la transformation en forêt du bois en copeaux qui seront transportés par camion. Jusqu'à ce jour, la fin du flottage du bois. Le flottage du bois sur les rivières Gatineau et des Outaouais prend fin définitivement en 1991. Les draveurs se voient obligés de plier bagages et le monde-bille tronçonneuse, slasher, de l'usine à Gatineau est démantelé. Ce monde-bille avait pour fonction de sortir les billots de l'eau et les couper en longueur de 4 pieds, les pitounes de 4 pieds, et les acheminer au moyen de convoyeurs jusque dans la cour de l'usine pour en faire d'énormes tas de bois de réserve durant l'hiver. Bien entendu, on alimentait l'usine avant de faire ses réserves. L'atelier de désancrage. Pour compenser la perte du bois par flottage, on construit un atelier de désancrage en 1991 au coût de 44 millions. En 2001, cet atelier est en mesure de produire 700 tonnes de pâte désancrée par jour, représentant 50% de la production du papier journal. En 2002, on se rend compte que le procédé de désancrage produit un montant exorbitant de déchets qui est voué à l'enfouissement. Progressivement, on augmente l'utilisation de copeaux jusqu'à la décision de fermer définitivement l'atelier de désancrage le 17 mai 2010. Fermeture et reprise de l'usine. 2010, Abitibi Bowater, propriétaire de l'usine, met la clé dans la porte, prétendument pour toujours, laissant 350 travailleurs sans emploi. Un groupe de relance syndicale, stimulé par l'acharnement de son chef Gaston Carrière, n'a jamais baissé les bras, et c'est grâce à leurs efforts que l'usine, sous la nouvelle raison sociale,
produit forestier résolu, reprend vie le matin du 9 mai 2013 avec le retour de 126 travailleurs. L'usine aura resté fermée durant 3 longues années. Il en découle, suite à cela, donc la modernisation et l'écologie. La modernisation des façons de faire et la conscientisation de la protection de nos forêts fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne coupe pas d'arbres pour faire du papier, mais on coupe des arbres pour obtenir du bois d'œuvre, des 2x4, des planches, etc. La papetière de Gatineau utilise les résidus des scieries de Maniwaki ainsi que les scieries de la BTB. Ces résidus sont généralement connus comme les slabs, c'est-à-dire qu'une fois le tronc d'arbre est équarri, sur sa longueur, il reste les 4 côtés avec l'écorce. On utilise l'écorce pour chauffer l'usine par une méthode éco-responsable, tandis que le bon bois est transformé en copeaux qui sont acheminés vers la raffineuse pour en extirper les fibres de la lignine sans les briser. La lignine est une sorte de gluten indésirable. Ce procédé permet d'obtenir de la pâte thermomécanique. Il n'existe aucune perte. 1 tonne de copeaux égale 1 tonne de papier. Ce procédé remplace la pâte chimique qui nécessitait la cuisson des copeaux dans un mélange de bisulfite polluant dans des lessiveuses énormes pouvant atteindre environ 75 pieds de hauteur. Le surplus de bons copeaux sont aussi brûlés pour chauffer l'usine. Fini la grosse fumée noire de charbon qui collait sur les draps blancs étendus par nos mères sur les cordes à linge. En 1995, toujours dans l'intention de respecter la nature, de même que les réglementations gouvernementales, l'énorme quantité d'eau nécessaire à la fabrication du papier est réutilisée à plusieurs reprises. Une partie est traitée et purifiée dans d'énormes décanteurs à ciel ouvert avant d'être retournée dans la rivière. On peut apercevoir ces bassins décanteurs à partir d'allures humaines à Gatineau, le CSSST. Depuis la reprise en 2013, Résolu donne de l'emploi à 130 travailleurs répartis sur 3 quarts de travail. La santé et sécurité au travail est appliquée avec rigueur. Plus question de subir des accidents comme on a connu dans le passé. Les dirigeants sont très catégoriques là-dessus. Voilà, nous avons terminé l'histoire du vieux Gatineau, préparée par Bernard Lacroix. Je trouve que c'était un très bon texte et que c'était une très belle préparation. On a pu avoir quand même pas mal d'informations, particulièrement donc sur la vie de Bernard. On a abordé la naissance du vieux Gatineau, puis on a fini avec la partie assez technique. En fait, j'imagine qu'il existe encore même plus technique de l'usine à bois, l'usine à papier et de Résolu. Donc on en sait un petit peu plus sur aussi la fabrication donc, de nos meubles. Bernard Lacroix a fini le texte par des remerciements que je vais vous lire. Donc je voudrais remercier chaleureusement pour leurs précieux renseignements messieurs Joël Gagné, gérant actuel de la papetière Résolu, Robert Prévost, retraité de la papetière après 35 années de service, ainsi que Denis Brûlé pour son apport inconditionnel. Donc effectivement, comme Bernard Lacroix, je tiens aussi donc à les remercier parce que c'est un travail en commun qui nous permet justement d'aboutir à ces balados-diffusions. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de cette balado-diffusion où je vais m'entretenir avec Lynn Lebel et Lynn Lebel va introduire le handicap physique. Alors bonjour Lynn, ça me fait plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, nous faisons une introduction sur le handicap physique. Je te remercie d'avoir bien voulu participer à cette balado, bien sûr. Donc on fait ça à travers un entretien téléphonique. Et si tu y participes, c'est que ce sujet te touche et te concerne. Oui, bonjour Frédéric, ça me fait plaisir de participer à ce balado. Donc là, aujourd'hui, si si on communique ensemble, c'est que tu te sens concerné par le handicap physique. Oui, tout à fait. J'ai une cousine qui s'appelle Karine Dupuis. Elle a un handicap physique. Et puis, comme notre famille, c'est une famille qui se rassemble souvent. Oui. On a suivi le développement de sa maladie, de son handicap, et on a vu tous les défis qu'elle a rencontrés au cours de sa vie. Et c'était pas toujours facile pour elle. Oui, c'est sûr que ça ne doit pas être évident, ni pour elle ni pour sa famille. Donc ta cousine a un handicap physique. Est-ce que tu peux nous en parler
nous parler un petit peu d'elle, car elle participera à notre prochaine balado, hein, donc du mois d'avril. C'est pour ça que j'ai voulu introduire cette balado déjà avec toi. Est-ce que tu peux me dire quelle sorte de handicap physique elle a et est-ce que ça fait longtemps? Oui, Karim a eu un virus vers l'âge de 18 ans. Et puis ça s'est développé jusqu'à l'âge de 19 ans. Ça lui a laissé des graves séquelles au niveau de ses mouvements, de tous ses membres, de sa motricité, de son allocution. Donc, depuis l'âge de 19 ans, elle doit se déplacer en fauteuil roulant. Ça fait déjà 22 ans de ça. Ah oui, hein. Oui, malgré ses handicaps physiques, puis comme je disais, les nombreuses embûches, Karine, elle a toujours foncé dans la vie. C'est une fille unique, mais ses parents ont toujours été là pour la supporter à travers toutes les épreuves qu'elle a traversées, qu'eux aussi ont traversées en même temps qu'elle, autant du côté médical que du côté physique, que du côté émotionnel. Alors, on peut pas, quand on passe pas à travers de ça, on peut pas réaliser comment gros ça peut être. Ah oui, bien sûr. Ils l'ont toujours aussi continuellement encouragée à aller plus loin. Donc, entre autres, quand elle a eu le virus, elle venait de terminer son cégep. Donc, elle a eu des malaises, mais elle a quand même continué. Et puis, elle a voulu faire un certificat à l'Université du Québec. Puis, elle a complété son certificat, puis elle a continué pour faire un bac en travail social à temps partiel, ce qui a quand même pris 6 ans. Donc, mais aujourd'hui, elle travaille à temps plein au gouvernement du Québec. Elle est très, très fière d'être indépendante comme ça, puis de se lever tous les matins et puis d'aller au travail. En quelques mots, je décrirais Karine comme une personne qui est très résiliente face à la vie. Elle a toujours voulu continuer à évoluer puis à vivre des expériences comme tout le monde, indépendamment de ses handicaps. Elle est très déterminée, oui. Puis, comme elle dirait, elle change ses malheurs et ses obstacles en opportunités. Elle n'a pas tellement le choix qu'elle dit. Donc, c'est pour ça qu'on trouve qu'elle est très, très résiliente. Ah bah c'est super hein, de voir la vie comme ça, tant mieux, elle baisse pas les bras. J'ai une autre question pour toi. Donc, est-ce que tu peux me dire quelles activités est-ce qu'elle a? Et par exemple, je sais qu'il y a les courses partagées qui existent. Est-ce qu'elle y participe? Et si oui, ben dis-nous-en un petit peu plus. Oui. Elle a un côté téméraire. Donc, elle embarque dans toutes les activités que ses amis ou sa famille lui suggèrent, comme elle va aller en bateau l'été. Elle va aussi aller faire des tours de skidoo. Je sais qu'à l'hiver, elle a déjà fait du ski assisté. Donc, ce qui est quand même pas simple pour une personne avec son handicap parce qu'on sait qu'elle a quand même besoin de toujours l'aide des autres. Et puis, ça demande une bonne dose de résilience pour justement recevoir puis accepter, d'avoir besoin des autres puis d'accepter leur assistance, mais elle y parvient. Elle a aussi voyagé à plusieurs reprises. Elle a visité seule une cousine au Yukon. Donc, encore là, c'est l'assistance pour l'avion, tout ça. L'été passé, écoute, elle nous a toutes surpris. Là, pour ses 40 ans, elle a même sauté en parachute en tandem avec son amie d'enfance, Sonia Bélan. Donc, Sonia, elle fait partie des courses partagées, puis ça m'amène à t'en parler. Car c'est le sujet, comme tu disais, de la prochaine balado. Les courses partagées sont parranées par l'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais, leurs bureaux sont situés dans le vieux Gatineau. Donc, son amie Sonia, ce qu'elle a voulu faire, c'est partager ses jambes avec Karine en créant des courses où un coureur pousse un cartus. Ça, c'est un fauteuil adapté à la course, dans laquelle s'assoit un co-coureur. Donc, le co-coureur, c'est une personne avec un handicap physique qui est incapable de courir par lui-même. Donc, il y a un coureur qui est jumelé avec un co-coureur à chaque sortie. Puis, je dois dire, pour avoir essayé moi-même le fauteuil Cartus à l'automne, je peux te confirmer que c'est une très belle expérience à vivre. Comme dirait Karine, c'est la liberté totale. Je peux m'abandonner, sentir le vent, admirer le paysage, puis jaser avec le coureur sans souci. Donc, ça leur fait vivre une expérience qu'ils n'auraient pas pu vivre autrement.
la dernière saison, les courses avaient lieu à tous les dimanches au lac Lemay. Mais là, étant donné la situation actuelle avec le COVID-19, le début de la saison a été repoussé jusqu'à nouvel ordre. Je sais qu'ils affichent que les courses partagées vont reprendre, mais ils vont nous tenir au courant des développements via leur page Facebook. Donc, c'est une activité que je suggère à tous les gens avec un handicap ou peut-être des personnes plus âgées aussi qui ne pourraient pas faire ce genre d'activité-là, de les essayer. C'est très rafraîchissant comme activité, je dirais. Oui, en effet, hein, ça paraît sportif et stimulant et c'est bien, c'est ce qu'il faut En conserver. effet. Alors, ma chère Lynn, donc on arrive au terme de notre entretien, hein, pour conclure sur ton témoignage, j'ai à dire que nous recevrons, je le redis, hein, on va recevoir ta cousine donc, dans la prochaine balado du mois d'avril, fin avril. Elle va pouvoir nous parler plus longuement d'elle, de ses activités quotidiennes, du handicap, mais dans un champ plus large. Je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu participer à la balado-diffusion du Vieux Gatineau et surtout prends bien soin de toi, particulièrement en ce moment, hein, Lynn. Voilà, écoute, à bientôt. Je te remercie beaucoup encore, Eric, de cette opportunité. Puis toi aussi, prends soin de toi. À la Merci, prochaine. à la prochaine. Nous allons maintenant aborder les infos RUI et puis les actualités du Vieux Gatineau. Alors, bien sûr, concernant les infos RUI, en raison du coronavirus, les centres communautaires dont le CVQ sont fermés. Donc, nous ne sommes plus présents au sein du CVQ et bien sûr qu'ils réouvriront à une date ultérieure. Les rencontres de la RUI du Vieux Gatineau sont donc reportées. Néanmoins, vous pouvez joindre Mélanie ou vous pouvez me joindre, Eric, par courriel au ruivieugatineau@gmail.com ou mobilisation ruivg@gmail.com. Pour les actualités du Vieux Gatineau, bien sûr, c'est un peu pareil, hein. Donc on est toutes et tous touchés par cette pandémie virale qui sévit actuellement. Pourtant, je vous dirais, conservons l'espoir que très prochainement, ce coronavirus sera vaincu, que le Covid-19 va disparaître et qu'ainsi nous pourrons reprendre une vie normale. Mais bien sûr, pour le moment, n'oublions pas de suivre les recommandations de la santé publique. Par rapport à ça, donc conservons une distanciation sociale. Entre autres, pas de regroupement et conservons une distance d'au moins 2 mètres entre chaque personne. Il faut aussi se laver les mains au savon pendant au moins 20 secondes. Le plus souvent possible, surtout si on a été à l'extérieur. Si on tousse ou si on éternue, utilisons un mouchoir ou l'intérieur de notre bras afin d'éviter de propager le virus. Si bien sûr on a utilisé un mouchoir, lavons-nous les mains. Et puis surtout, veillez à ne pas se toucher le visage, hein. Ce sont les parties que le virus utilise pour s'introduire. Donc ça, c'est surtout quand on est à l'extérieur et qu'on a touché des choses. Donc surtout ne pas se toucher le visage et se laver les mains. Pour rappel, hein, la santé publique sur son site internet nous indique que les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, par contact personnel étroit prolongé avec une personne infectée, comme un contact direct ou une poignée de main, par contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main avec la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains. J'aimerais aussi intervenir sur une des annonces qu'a prononcées hier, ce jeudi 26 mars 2020, le Premier ministre québécois François Legault. Il nous a parlé de bénévolat et que ceci fait partie des services essentiels à donner. Il a invité les personnes qui ont du temps à donner de leur temps en s'inscrivant sur le site internet jebénévole.ca afin d'offrir du temps de bénévolat auprès d'organismes qui offrent des services essentiels et qui sont en recherche de bénévoles. Ainsi, même s'il est vrai qu'il est préférable de rester chez soi le plus possible, il est aussi préférable, dans la mesure du possible, de donner de son temps auprès d'organismes offrant des services essentiels, car ils sont en recherche de bénévoles. Ces organismes sont, par exemple, les banques alimentaires ou encore ceux qui offrent les services de repas pour les plus démunis. Et là, je pense à Itinérance Zéro, qui sert les repas tous les mercredis soirs sur la place du marché du Vieux Gatineau, ainsi qu'à Hall d'autres jours de semaine. Ça peut aussi être de faire l'épicerie pour les personnes âgées de 70 ans et plus, car elles sont
à plus grand risque et n'ont pas forcément les ressources pour les faire. Bien sûr, il faut suivre les consignes de la santé publique dans ce qui est de l'implication bénévole, c'est-à-dire ne pas avoir le Covid-19 ou des symptômes, avoir moins de 70 ans et être en bonne santé. Il y a aussi les consignes d'hygiène à suivre, appliquer les règles de la distanciation sociale d'au moins 2 mètres, se laver les mains le plus souvent possible pendant au moins 20 secondes, ne pas se toucher le visage et, si l'on tousse ou éternue, utiliser un mouchoir, sinon l'intérieur de son bras. Le bénévolat, c'est une belle initiative de solidarité et d'encouragement en ce moment difficile. Voici maintenant les ressources qui sont mises à votre disposition pour vous, citoyennes et citoyens du Vieux-Gatineau. Donc, pour des besoins alimentaires, on a le dépannage alimentaire de la paroisse Sainte-Trinité. Vous pouvez la joindre au 819 663 4240. Au niveau de la boîte vocale, vous pesez sur le 1 pour Saint-René, qui est situé au 400 rue Raymond à Gatineau, ou sur le 3 pour Sainte-Maria-Goretti, qui est situé au 664 rue du Berger à Gatineau. Vous avez aussi la soupière de l'amitié. Donc vous pouvez les joindre au 819 663 6777. Ils sont situés au 149 boulevard Maloney-Ouest. Les repas sont à emporter. Donc toujours du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Bien sûr, vous avez aussi Itinérance Zéro, donc l'organisme continue de servir de repas sur le marché de Notre-Dame tous les mercredis. Ça n'a pas changé. Vous avez donc Mon Resto au 819 893 3344. Vous avez aussi l'Express au 600 degrés, donc 819 663 6663. Bien sûr aussi le Provigo Éric Charon, donc qui est un service d'épicerie en ligne provigo.ca. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à contacter les intervenants de rue. Donc je vais vous donner leur nom. Vous avez Fernand au 613 606 4290. Vous avez Janelle au 613 606 4282. Vous avez aussi Simon au 343 202 5524. Pour les enfants et adolescents, vous avez la pédiatrie sociale de Gatineau. Vous pouvez les joindre au 819 643 3000 ou sur leur page Facebook. Et vous avez Ados Jeunes que vous pouvez contacter au travers de leur page Facebook. Pour les urgences et les besoins particuliers, n'hésitez pas à contacter Jean-François Leblanc, qui est notre conseiller municipal. Son numéro de téléphone 819 955 7400. Vous avez Pat Chartrand. Vous pouvez le joindre au 819 210 6079. Et vous avez Marie-Hélène, qui est notre intervenante de quartier au CVQ. Son adresse courriel, c'est vgcomité@gmail.com. Donc vgcomité sans accent @gmail.com. Je vous dis aussi donc que l'équipe du CVQ s'assure de faire les suivis courriels et messagerie vocale. Donc n'hésitez pas à nous laisser un message, quelqu'un vous rappellera. Donc le numéro de téléphone du CVQ, le 819 893 4300. Si vous avez besoin d'informations sur la Covid-19, vous pouvez composer le 1 877 644 45 45, le 1 877 644 45 45. Vous pouvez donc suivre nos pages Facebook du CVQ et la page Facebook de la rue du Vieux-Gatineau. Je vous laisse connaître que la balado-diffusion n'a pas été enregistrée donc, au CVQ du Vieux-Gatineau. Bien sûr, elle a été enregistrée donc, de chez moi. Et l'entretien que j'ai eu avec Lynn Lebel, bien sûr, s'est fait par téléphone. Heureusement, donc, ce sont des moyens alternatifs qui existent donc, en ces tristes moments. Mais donc, écoutez, conservons espoir et de toute façon, avec tous nos efforts et tous les efforts politiques et les efforts de la science, on va vaincre et repousser ce virus et puis on en sortira plus fort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine balado-diffusion qui aura lieu au mois d'avril. Fin avril, donc on vous retrouve avec grande impatience. Entre-temps, écoutez, prenez tous et toutes bien soin de vous, faites attention si jamais vous devez sortir, et puis s'il n'y a pas nécessité de sortir, restez chez vous, c'est l'endroit le plus sûr. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, chères auditrices et auditeurs.